À 68 ans, Yves Montand n'était plus seulement un chanteur à la voix chaude, ni un acteur au regard d'acier, il était devenu un monument. Sa silhouette élancée, son sourire éclatant, et son accent italien devenu presque un emblème national, tout en lui respirait la légende. Des cabarets enfumés de Marseille au feu de Broadway et des nuits parisiennes à la lumière crue de Hollywood, il avait traversé le siècle comme peu d'artistes osaient le rêver. Mais derrière la gloire, il y avait l'homme. Un homme d'orgueil et de rigueur qui avait connu la pauvreté, qui s'était forgé dans la discipline des planches, et qui, même au sommet, refusait les faux-semblants. Dans la pénombre d'une chambre tard, dans la nuit, une cigarette se consume lentement entre ses doigts. Le regard fixe, presque mélancolique, il se souvient. Chaque ride porte la trace d'un rôle, chaque silence dissimule un secret. Montand avait bâti sa carrière sur une exigence inébranlable, que l'art soit sincère, que l'artiste demeure fidèle à son temps. Pourtant, dans ce parcours jalonné de triomphes, il avait rencontré des figures qui l'avaient blessé, irrité, parfois humilié. Ce ne sont pas de simples désaccords de coulisses, mais des fractures profondes devenues cicatrices. Car il n'aimait pas l'arrogance pas plus que l'inconstance et encore moins la superficialité. Dans un souffle sans colère mais chargé de gravité, il l'avoua un soir, il y avait 5 noms qu'il n'avait jamais pu effacer, 5 visages qu'il ne pouvait pas voir en peinture, 5 artistes qui, par leur comportement, leur désordre ou leur arrogance, avaient marqué sa mémoire d'une blessure indélébile. L'art, confia-t-il, un jour n'a de valeur que lorsqu'il reste de vrai. Quand il devient marchandise, il se corrompt. Quand il devient mascarade, il s'éteint. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette part d'ombre, là où se rencontrent la grandeur et la rancune. Derrière l'icône, voici l'homme, et avec lui 5 confrontations qui révèlent une vérité nue, celle d'un artiste qui n'a jamais cessé de vivre selon ses propres règles. Numéro 1, Marilyn Monroe. Lorsque Yves Montand accepte en 1960 de traverser l'Atlantique pour tourner à Hollywood, il sait déjà qu'il ne s'agit pas seulement d'un rôle, mais d'une épreuve. L'Europe l'a consacré, il est la voix chaude qui chante Prévert l'acteur élégant que le cinéma français s'arrache. Mais là, bas de l'autre côté de l'océan, l'attend une épreuve d'une autre nature, partager l'affiche avec Marilyn Monroe, l'icône absolue du rêve américain, la femme la plus photographiée du monde. Sur le papier, tout semblait promettre un triomphe, est l'incarnation de la sensualité muse des objectifs et des fantasmes, lui porteur d'une rigueur héritée des cabarets et de la scène parisienne. Ensemble, ils auraient dû incarner un couple incandescent, la magie du glamour à l'état pur. Mais derrière la caméra, l'histoire prit une tournure plus sombre, plus chaotique. Montand, fils d'immigrés italiens façonnés par une discipline de fer, arrivait sur le plateau avec une exigence intransigeante ponctualité, préparation, répétition. Marilyn, au contraire, se présentait auréolée d'une aura fragile. Prisonnière de ses insomnies, dépendante de médicaments, elle apparaissait en retard parfois, incapable de se concentrer plus de quelques minutes. Les techniciens blasés par ses caprices haussaient les épaules. Mais pour Montand, chaque retard était une gifle, chaque oubli un affront. Le tournage se transforma vite en champ de bataille silencieux. Lui, grand droit, le regard sévère, observait sa partenaire avec une impatience contenue. Elle, radieuse mais insaisissable, cherchait à séduire le monde entier d'un sourire qui se faisait attendre. Des scènes entières furent recommencées, interrompues, abandonnées. Le producteur s'arrachait les cheveux, le réalisateur tentait de ménager 2 égos inconciliables. Dans les couloirs, la rumeur enflait. Montand aurait confié à un ami que jouer avec Marilyn, c'était chanter en duo avec une ombre capricieuse. Et pourtant, paradoxe cruel, la caméra captait une complicité troublante. Devant l'objectif, leurs regards s'enlaçaient avec une intensité magnétique. Sur l'écran, ils formaient un couple d'une sensualité troublante, presque irréelle. Mais hors champ, chaque jour ressemblait à une épreuve nerveuse, une lutte invisible entre discipline et désordre. La presse hollywoodienne se délectait de cette tension. Des photographes campaient devant le Beverly Hills Hotel où Montand logeait avec Simone Signoret. Très vite, le feuilleton déborda l'écran Montand et Marilyn l'Européen grave, et la star fragile devint l'objet d'une fascination mondiale. Car derrière les projecteurs, ce qui n'était qu'une rumeur devint réalité, ils vécurent une liaison brève incandescente, mais dévastatrice. Tout commença dans les suites feutrées de l'hôtel. Marilyn, fragilisée par son mariage en lambeaux avec Arthur Miller, trouva dans Montand une présence rassurante. Il l'écoutait, l'entourait d'une attention qu'elle ne recevait plus. Lui, malgré lui, se laissa séduire par cette créature enfantine et tragique à la beauté presque irréelle. Mais la passion attisée par les tabloïds se transforma vite en piège. À Paris, Simone Signoret, qui avait accompagné son mari avec une confiance tranquille, découvrit dans les journaux l'humiliation la plus publique.
Elle devait assister impuissante à la naissance du couple parfait de cinéma sous ses yeux. Plus tard, dans ses mémoires, elle écrira cette phrase déchirante: « J'ai vu se former l'union que je craignais, je n'ai rien pu faire. » Cette blessure, elle la portera toute sa vie. Pour Montand, la liaison eut la saveur d'un mirage qui brûle. Fasciné d'abord par la fragilité scintillante de Marilyn, il découvrit rapidement l'abîme derrière le sourire, crise d'angoisse, solitude, insondable, médicaments avalés comme des bonbons. Ce qui l'avait attiré devint insupportable. La relation s'éteignit aussi brutalement qu'elle avait éclaté, laissant derrière elle un champ de ruines émotionnelles. Des années plus tard, interrogé sur cette expérience, Montand confia à demi-mot: Marilyn était un soleil, mais un soleil qui brûlait tout ce qui l'approchait. Une phrase qui résume toute l'ambivalence admiration pour l'icône rejet profond de l'instabilité qui avait empoisonné leur collaboration. À 68 ans, lorsqu'il évoqua son nom parmi les artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, il ne visait pas seulement l'actrice, mais la tempête qu'elle avait déclenchée dans sa vie, un mélange d'attirance et de répulsion de gloire et de désastre intime. Une cicatrice que même les plus grands triomphes n'avaient jamais effacée. Numéro 2, Frank Sinatra. À la fin des années 1950, Yves Montand était déjà une star consacrée en Europe. Ses tournées triomphales remplissaient les salles, sa voix grave et mélodieuse charmait aussi bien le public français qu'italien et son charisme naturel séduisait la critique. Mais au fond de lui, il nourrissait une ambition plus vaste: conquérir l'Amérique. Édith Piaf y avait déjà ouvert la voie, enflammant les scènes de New York avec son intensité brute. Montand voulait à son tour porter la chanson française au-delà des frontières, convaincre que l'émotion n'avait pas besoin de traduction. En 1959, il débarquait à New York, déterminé à s'imposer. Au Waldorf Astoria, il enchaîna les chansons avec une intensité qui surprit une partie du public. Certains chroniqueurs séduits le surnommèrent « The French Lover with a Velvet Voice », mais d'autres restèrent sceptiques. Habitué à la puissance des crooners américains, l'Amérique regardait ce chanteur venu de France avec une certaine condescendance, trop subtile, trop raffinée, trop européen. Et au sommet de cette pyramide musicale trônait Frank Sinatra, The Voice, l'homme le plus respecté, mais aussi le plus craint du show business. Adulé à Las Vegas, entouré du Rat Pack lié aux réseaux les plus influents, Sinatra incarnait l'arrogance et la suprématie de l'entertainment américain. Face à lui, Montand, avec son accent chantant et ses textes poétiques, semblait presque un intrus. La première fois que Sinatra entendit parler de Montand, il aurait haussé les épaules, avec dédain, un chanteur français qu'il reste dans ses cafés. Cette phrase rapportait dans plusieurs biographies blessa Montand plus qu'il ne voulut l'avouer. Derrière l'assurance qu'il affichait, il sentit le poids d'un mépris culturel, celui d'une Amérique persuadée de détenir le monopole de l'émotion musicale. Montand pourtant ne se laissa pas intimider. Dans ses entretiens, il répétait inlassablement « Je chanterai toujours en français ». Même si le public ne comprend pas la langue, il comprendra l'émotion. Pour lui, la chanson n'avait pas besoin de traduction. La voix, le geste, le regard suffisaient. Ce refus de céder à l'anglais, de s'américaniser pour plaire, devint son étendard. La presse friande de comparaison ne tarda pas à opposer les deux figures. Sinatra représentait la force brute, la voix conquérante, qui imposait le silence dans les salles. Montand incarnait la subtilité, la nuance, la poésie. De French Sinatra titraient certains articles comme pour l'enfermer dans une imitation, mais derrière ces surnoms exotiques se cachait un sous-entendu blessant. Il n'était qu'un reflet pâle, jamais un égal. Dans une critique du New York Times, on pouvait lire « Montand apporte élégance et poésie sur scène, mais il manque de la force brute de Sinatra ». Pour Montand, ce jugement fut comme un coup de couteau. On reconnaissait son art, mais on le plaçait toujours en dessous, comme s'il devait s'excuser d'exister. Cette opposition devint bientôt un duel symbolique. Sinatra, figure d'une Amérique sûre de sa suprématie, contre Montand, ambassadeur d'une Europe fière de ses traditions. Les Français suivirent l'affaire avec passion, presque avec un patriotisme blessé. Les journaux relayèrent chaque pique, chaque commentaire. Dans son fort intérieur, Montand garda une rancune tenace pour lui. Sinatra était l'incarnation de ce mépris transatlantique qu'il n'avait jamais pu digérer. Mais cette blessure paradoxalement le renforça, là où d'autres auraient choisi de copier le style anglo-saxon pour séduire Broadway, lui resta fidèle à Prévert, à Trenette, à l'âme de la chanson française. Chaque concert aux États-Unis devenait un acte de résistance culturelle, une affirmation obstinée que l'émotion pouvait voyager sans renoncer à ses racines. Des années plus tard, interrogé sur cette rivalité, Montand
ne parla pas seulement d'un homme, mais d'un symbole. Sinatra représentait l'arrogance d'un monde qui refusait de reconnaître la singularité des autres. Dans sa liste des artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, Sinatra occupait une place de choix, non pas pour sa musique qu'il respectait malgré tout, mais pour ce qu'il incarnait, un empire sûr de lui méprisant ce qui venait d'ailleurs. Ainsi, derrière le sourire élégant de l'artiste français, il y avait une cicatrice invisible, celle d'un affront jamais pardonné, d'un duel silencieux entre deux continents. Numéro 3, Jean-Luc Godard. Au début des années 1970, la France sortait à peine des secousses de mai 68. Les usines avaient été occupées, les étudiants avaient défié l'État, et jusque dans le cinéma, les conventions volaient en éclats. Dans ce climat de révolution culturelle, un nom dominait les débats, Jean-Luc Godard. L'ancien héros de la nouvelle vague s'était mué en cinéaste militant, obsédé par l'idée de rompre avec toute narration classique pour privilégier le choc politique. Lorsque Godard proposa à Yves Montand un rôle dans Tout va bien en 1972, l'acteur fut d'abord séduit. L'histoire racontait l'occupation d'une usine à travers le regard d'un couple, Montand et Jane Fonda. Le projet sur le papier incarnait un cinéma engagé, une arme de contestation, ce que Montand avait toujours cherché. Lui, l'homme de gauche, croyait que le cinéma pouvait changer le monde. Mais dès les premiers jours de tournage, l'enthousiasme céda la place à l'incompréhension. Habitué au scénario solide, au dialogue travaillé, Montand se retrouva face à un Godard insaisissable, refusant tout script, bouleversant les horaires, improvisant les scènes comme s'il voulait plonger tout le monde dans le chaos. Il arrivait sans plan, sans indication, et voulait que je me débrouille, confiera Montand plus tard. Pour lui, ce n'était pas du cinéma, mais une mascarade idéologique. Jane Fonda, plus accoutumée aux méthodes expérimentales, s'adapta. Mais Montand, formé à la rigueur des planches, voyait dans cette anarchie une provocation gratuite. Chaque journée de tournage devenait un bras de fer silencieux, d'un côté le cinéaste qui voulait tout dynamiter, de l'autre l'acteur qui cherchait à construire. Les techniciens eux-mêmes se divisaient. Certains admiraient le professionnalisme de Montand, d'autres se ralliaient à l'audace de Godard. Le plateau ressemblait à une petite assemblée politique où chacun devait choisir son camp. Le malaise culmina lors des scènes tournées dans l'usine. Godard faisait déclamer aux ouvriers non professionnels de longs slogans politiques, multipliant les prises, étirant le temps jusqu'à l'absurde. Montand, contraint de rester immobile dans cette cacophonie, perdit patience. « Ce n'est pas du cinéma, c'est une réunion syndicale filmée », lâcha-t-il un jour devant l'équipe. La phrase circula comme une traînée de poudre, attisant encore les tensions. Godard, provocateur dans l'âme, voyait dans la résistance de Montand la preuve de son petit bourgeoisisme. Montand, de son côté, considérait le réalisateur comme un imposteur qui sacrifiait l'art au profit du slogan. Un affrontement de deux visions irréconciliables, le clash atteignit son apogée lorsqu'un jour Godard exigea que Montand improvise un monologue politique sans texte. « Je suis acteur, pas porte-voix », répondit-il sèchement. Le silence qui suivit fut glacial. À partir de cet instant, la relation entre les deux hommes fut brisée. Quand Tout va bien sorti, en 1972, l'accueil fut mitigé. Certains critiques louèrent l'audace révolutionnaire, d'autres dénoncèrent l'illisibilité du film. Montand lui resta discret mais ferme « J'ai joué dans ce film, mais je n'ai pas travaillé avec un metteur en scène », une phrase cinglante comme une gifle. Des années plus tard, lorsqu'il évoquait ce tournage, Montand parlait d'une perte de temps, d'une expérience qu'il avait confortée dans une certitude. L'engagement politique n'avait pas besoin de sacrifier la rigueur artistique. Pour lui, Godard incarnait le pire défaut de l'avant-garde, confondre liberté et désordre, provocation et art. Ainsi, dans sa liste intime des artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, Jean-Luc Godard occupait une place particulière. Non pas parce qu'il lui déniait du talent, Montand reconnaissait son influence sur le cinéma, mais parce que leur collaboration avait révélé une incompatibilité fondamentale. D'un côté, un acteur attaché au métier, au respect du spectateur. De l'autre, un cinéaste prêt à dynamiter toutes les règles même au prix du chaos. Pour Montand, cet épisode fut une blessure artistique, une cicatrice idéologique. Derrière son sourire élégant, il y avait la mémoire d'un plateau transformé en champ de bataille, où l'art s'était perdu dans le vacarme des slogans. Numéro 4, Johnny Hallyday. À la fin des années 1960, la France changeait de visage. Les cabarets où Yves Montand avait bâti sa légende s'éteignaient, peu à peu balayés par l'essor de la télévision et des stades. La jeunesse n'écoutait plus Prévert ni Trenette, mais se laissait emporter par les riffs de guitare venus d'outre-Atlantique. Et au sommet de cette révolution sonore régnait un nom, Johnny Hallyday. Pour toute une génération, Johnny n'était pas seulement un chanteur. Il était une libération. Ses déhanchements copiés d'Elvis Presley, ses concerts électriques où la foule hurlait sa voix rauque, déchirée dans le micro
tout en lui incarnait une modernité impatiente, une énergie brute que les adolescents attendaient comme une revanche sur le monde figé de leurs parents. La presse le baptisa bientôt l'idole des jeunes. Montand, spectateur attentif de cette métamorphose culturelle, observait le phénomène avec une méfiance croissante. Lui, l'artiste engagé qui choisissait ses textes avec soin, voyait dans Hallyday l'exemple même de ce qu'il détestait, une musique formatée fabriquée pour séduire les masses, mais vidée de substance poétique. Dans une interview des années 1970, il lâcha une phrase qui fit scandale. Ces chanteurs de variété, qui n'ont rien à dire, finissent par vider la chanson de son âme. Tout le monde comprit que derrière cette pique se cachait une attaque directe contre Johnny. La presse s'empara aussitôt de l'affaire. Les magazines dressèrent le duel comme une confrontation de deux frances irréconciliables, celle des intellectuels de gauche, raffinés incarnés par Montand, et celle d'une jeunesse avide d'insouciance et de bruit incarnée par Johnny. Ce contraste prit une dimension presque politique. Dans les coulisses, certains tentaient d'apaiser les tensions, mais l'écart était trop grand. Montand déjà quinquagénaire représentait un monde prestigieux, mais jugé poussiéreux par la jeunesse. Hallyday lui triomphait dans les stades, et à la télévision, séduisant des foules entières qui voyaient en lui le souffle d'une époque nouvelle. Chaque apparition publique rappelait l'opposition. Pour Montand, Johnny n'était pas un artiste, mais un produit. Ce jugement sévère nourrit une rancune réciproque. Johnny, blessé par ses critiques voilées, répliqua avec une ironie cinglante, lors d'une émission, « Moi, au moins, je chante pour les gens d'aujourd'hui ». La phrase simple mais tranchante résonna comme une gifle pour Montand. Il y voyait la preuve d'un abîme culturel irréductible. Ainsi s'installa un conflit générationnel qui dépassait largement leurs deux destins. Pour Montand, Hallyday incarnait la victoire d'un monde du spectacle dominé par le commerce et l'instantanéité. Une chanson qui ne servait plus à témoigner, mais seulement à faire vibrer. Un artiste n'est pas un vendeur de disques, affirmait-il. C'est un témoin de son temps. Dans cette conviction se lisait une incompréhension profonde, d'un côté l'art comme mémoire et engagement, de l'autre l'art comme plaisir immédiat consumé dans l'instant. La presse française transforma cette antipathie en feuilleton national. Les unes opposaient les deux visages. D'un côté, Montand, en costume, sombre l'élégance sobre du monument engagé. De l'autre, Johnny, en perfecto de cuir-guitare à la main, symbole incandescent de la jeunesse. Sur les plateaux télévisés, les producteurs s'amusèrent à juxtaposer leurs images, Montand chantant Prévert suivi d'un Johnny électrisant la foule avec Que je t'aime. Le message implicite était clair entre la poésie et la fureur, il fallait choisir son camp. Et la génération avait déjà tranché. Les jeunes vénéraient Johnny, tandis que les plus âgés défendaient Montand comme le gardien d'une chanson exigeante, mais entre les deux hommes, aucune réconciliation n'eut lieu. Johnny rusé préféra laisser parler son succès. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'il pensait des « anciens » qui jugeaient la variété trop légère, il répondit avec un sourire « Moi je vis avec mon époque. Ceux qui ne la comprennent pas, c'est leur problème. » Montand, fidèle à ses principes, refusa de céder. Pour lui, la musique ne pouvait pas se réduire à une marchandise. Cette opposition, bien plus qu'une querelle personnelle, incarnait une fracture culturelle profonde entre une France héritière de la résistance attachée aux mots et aux idéaux et une France avide de rocs de liberté et d'insouciance. À 68 ans, lorsqu'il évoquait ce chapitre, Montand parlait de Johnny comme d'un miroir déformant d'une époque qui m'échappait. Derrière le mépris, il y avait sans doute une peur sourde, celle de voir disparaître un monde auquel il avait consacré sa vie. Entre l'élégance sobre de l'ancien cabaret et la furie des stades, le fossé était irréversible. Numéro 5 Costa Gavras. Quand Yves Montand rencontra Costa Gavras à la fin des années 1960, ce ne fut pas une rencontre banale entre un acteur et un réalisateur. Ce fut une collision de deux visions, une fraternité immédiate mais orageuse, faite d'admiration et de confrontation. Costa Gavras, cinéaste grec exilé en France, croyait que le cinéma devait être une arme politique. Montand déjà engagé à gauche, reconnu en lui un compagnon de lutte. Ensemble, ils allaient marquer l'histoire du 7e art. Leur première collaboration, Z 1969, fut un coup de tonnerre. Le film inspiré de l'assassinat d'un député progressiste en Grèce reçut l'Oscar du meilleur film étranger et bouleversa la planète. Montand, dans le rôle du député assassiné, livra une performance sobre tendue, presque ascétique. Chaque plan vibrait d'une intensité révolutionnaire. Pour Montand, ce fut une révélation. Costa Gavras avait l'art de marier rigueur dramatique et brûlure politique. Mais déjà, derrière les applaudissements, se profilaient les premières divergences. Montand voulait incarner son personnage avec des failles, une humanité fragile. Costa Gavras lui cherchait un symbole pur, une figure mythologique de la résistance. Un héros sans faille, c'est une statue, pas un homme, lança Montand. Le réalisateur rétorqua.
Sans symbole, le peuple ne se lève pas. Ces débats passionnés rythmaient leur nuit de travail. Avec l'aveu 1970, l'affrontement devint encore plus aigu. Inspiré du témoignage d'Arthur London, victime des purges staliniennes, le film obligea Montand à plonger dans un rôle éprouvant. Pour se préparer, il perdit du poids, s'imposa des privations, cherchant à incarner la douleur d'un homme broyé par un système totalitaire. Mais là encore, deux visions s'opposèrent. Montand voulait montrer la souffrance intime, l'homme détruit avant le militant. Costa-Gavras insistait sur l'aspect idéologique, sur la dénonciation politique. Sur le tournage, leur dispute devint légendaire. Les techniciens les décrivaient comme deux frères trop proches pour rester d'accord. Quand Yves et Costa se disputent, disait-il, c'est comme deux volcans qui refusent de s'éteindre. Mais ces affrontements nourrissaient paradoxalement le film, lui donnant une densité rare. L'aveu fut un succès critique, mais dans l'esprit de Montand, une fissure s'était ouverte. Il admirait Costa-Gavras, mais commençait à redouter son intransigeance. Ils se retrouvèrent en 1972 pour État de siège, tourné en Uruguay, sur l'enlèvement d'un agent américain par des révolutionnaires. Montand y incarnait un conseiller cynique, symbole du pouvoir occulte. Là encore, le duel reprit. Costa-Gavras voulait un personnage rigide, implacable. Montand plaidait pour des nuances. « Même les monstres dorment, même eux ont peur », répétait-il. Le réalisateur refusait la force du récit, résidait selon lui dans la froideur absolue. Ces divergences n'étaient pas stériles. Elles donnaient au film une tension palpable, comme si l'énergie de leur affrontement passait dans chaque image, mais avec le temps, Montand ressentit un malaise croissant. Dans les années 1980, il confia « Costa est un frère ». Mais parfois, j'ai l'impression qu'il oublie que derrière les slogans, il y a des hommes. Cette phrase tendre et amère, à la fois résumait leur relation, une amitié indestructible, mais traversée d'agacement. Costa-Gavras, de son côté, n'a jamais cessé de louer Montand. Il reconnaissait en lui un acteur d'une intensité exceptionnelle, capable de donner chair à ses récits politiques. Avec Yves, disait-il, nous n'étions jamais d'accord. C'est pour cela que nous étions inséparables. À 68 ans, lorsqu'il évoquait cette complicité orageuse, Montand plaçait Costa-Gavras dans sa liste des artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, non pas comme un ennemi, mais comme un ami trop exigeant, trop entier, qui avait parfois écorché l'homme en voulant sublimer l'acteur. Une relation paradoxale, faite de fraternité et de colère d'admiration et d'exaspération. Dans ce cinquième nom, il y avait ni mépris ni rejet, mais la reconnaissance douloureuse d'un lien où l'amour et l'agacement s'entremêlaient jusqu'à devenir indissociables. À 68 ans, Yves Montand n'était plus seulement un chanteur ni un acteur. Il était devenu un miroir de son siècle, reflétant à la fois ses lumières et ses ombres. Derrière la légende, il avait gardé en lui des blessures discrètes, des rancunes qu'il n'avait jamais criées, mais qu'il ne pouvait oublier. 5 noms, 5 visages qu'il évoquait comme autant de cicatrices: Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Jean-Luc Godard, Johnny Hallyday, Costa-Gavras. Chacun incarnait une rencontre, manquait une confrontation douloureuse, une incompréhension fondamentale. Mais ces inimitiés ne disent pas seulement quelque chose des autres. Elles révèlent Montand lui-même, un homme intransigeant, qui refusait la superficialité, l'arrogance ou le désordre, parce qu'il croyait que l'art devait être sincère, fidèle à son temps et à ses témoins. Ses colères n'étaient pas caprices, mais le cri d'un artiste qui voyait un monde se transformer autour de lui, le rock balayant la chanson, réaliste l'avant-garde détruisant les codes du cinéma Hollywood, transformant les icônes, illusion. Peut être au fond ce rejet n'était-il qu'une peur, celle de voir disparaître l'art qu'il avait servi avec son âme entière. Ces inimitiés furent les contours d'un combat intime, la marque d'un homme qui refusait de se perdre dans le bruit des époques. Et pourtant, derrière la dureté de ses jugements, on devine une fragilité. Montand ne haïssait pas, il effaçait. Il ne cherchait pas la vengeance, seulement la fidélité à ses principes. Sa mémoire, plus que sa rancune, témoigne de ce qu'il fut un artiste droit fidèle, souvent blessé, mais toujours sincère. Peut-être que le silence était déjà une réponse, aurait-il pu murmurer? Un silence qui dit « tout, il ne les a pas haïs ». Il les a effacés,